Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Wilmès. Bonjour. Bonjour. Ministre du Budget. Donc, vous êtes dans l'actualité, ça c'est clair. Vous êtes échappé de la Chambre ce midi pour venir nous dire quelques mots. Et d'ailleurs, juste après, vous repartirez à la Chambre pour ce débat. Débat assez dur. L'opposition a dit que le gouvernement s'attaque aux travailleurs et notamment aux jeunes travailleurs. Vous avez voulu raboter le salaire des jeunes de moins de 21 ans. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors tout d'abord, effectivement, aujourd'hui, ce sont les débats. Hier, on a eu le State of the Union, comme on appelle ça. On a les débats aujourd'hui, le vote de confiance demain. Alors en ce qui concerne les débats et la dureté des débats, ça fait partie du processus démocratique et surtout de l'ambiance rude parfois qui peut régner au sein du Parlement. Mais ça nous permet au moins d'éclaircir certains points. Et là, le Premier ministre a pu très très vite éclaircir la situation en ce qui concerne la mesure Starter Job. Donc qu'est-ce que l'on veut en fait? C'est faciliter l'emploi des jeunes. Pourquoi? Parce que l'on remarque dans les taux de chômage, et spécialement à Bruxelles d'ailleurs, il y a un taux de chômage pour les jeunes qui est assez impressionnant. Et donc l'idée c'est quoi? Eh bien c'est que ça coûte moins cher à l'employeur d'engager des jeunes. Et ça évidemment, ça permettra de les retirer du cercle désagréable quand même du chômage pour pouvoir leur trouver un emploi. Et il s'agit surtout de jobs moins qualifiés. Mais on parlait qu'ils seraient payés moins cher. Donc le salaire minimum des 21 ans serait raboté pour ceux qui ont 16 ans, pour ceux qui ont 18 ans. Est-ce que c'est la réalité? Eh bien, c'est pour ça que c'était bien de pouvoir faire cette justification, cette explication au sein du Parlement, parce que l'objectif, c'est de diminuer le coût brut pour l'employeur et de ne pas toucher au salaire des jeunes. L'objectif étant de les remettre au travail. Donc on ne touche pas au salaire net des jeunes. Voilà. Alors, votre budget, en fait, c'est en 3 parties. Il y a une partie, les nouvelles taxations, puis il y a des nouvelles économies, et puis il y a de nouveaux revenus. Donc, on va faire ça de manière assez chapitrée. On va commencer par les nouvelles taxations. Il y a celle, évidemment, dont on a pas mal parlé, qui porte un peu sur la mobilité, c'est les cartes essence. Les cartes essence, les entreprises vont être taxées sur ces cartes essence. Est-ce que vous voulez faire changer d'habitude? Vous voulez que les entreprises utilisent moins les cartes essence? Ou bien c'est juste pour aller chercher de l'argent quelque part? L'objectif ici, c'est en fait, d'appréhender la mobilité de manière générale. Vous savez qu'effectivement, il va y avoir la possibilité moins importante pour les entreprises de déduire le forfait, donc la carte, leur coût en essence. Mais surtout, et ça c'est l'avancement majeur, il va y avoir pour l'utilisateur, celui qui est bénéficiaire en fait de la voiture de société, la possibilité pour lui, s'il le souhaite et quand lui-même aura fait son calcul coût-bénéfice, s'il habite loin, je pense, et qu'il utilise énormément sa voiture, il ne réfléchira pas de la même manière qu'un citadin qui utilise peu sa voiture de société. Eh bien lui, en fait, le bénéficiaire de cette voiture de société va pouvoir choisir: je garde mon avantage voiture de société ou je le transforme en salaire net, ce qui a un avantage extraordinaire, c'est-à-dire qu'on donne le choix, on donne la possibilité d'augmenter le salaire net et en plus on travaille sur les problèmes de mobilité. Et de nouveau l'exemple bruxellois, on sait que là on a vraiment, il y a du pain sur la planche comme on peut dire. Alors une autre taxation qui augmente et là qui va toucher un peu tout le monde, c'est le précompte mobilier qui passe de 27 à 30%. On a l'impression qu'on tire chaque fois sur ce précompte. Mais vous savez, de manière générale, je pense qu'il faut, c'est pas une mesure agréable d'augmenter les taxes diverses. Ce n'est jamais agréable. Un gouvernement ne le fait jamais avec énormément de plaisir. La première chose, c'est de dire le capital peut contribuer davantage. C'est vrai qu'il contribue déjà beaucoup, plus que sur le gouvernement précédent. On lui demande encore un petit peu, mais il faut voir ça dans la réflexion globale. Globalement, qu'est-ce que nous voulons faire dans ce gouvernement? Assainir le budget. Pour ça, il faut trouver les moyens et relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, nous avions entamé le tax shift, je vous rappelle quand même, augmentation du pouvoir d'achat jusqu'à 140 € net dans la poche
pour les travailleurs, diminution des cotisations patronales pour pouvoir créer cette dynamique d'emploi. Et donc, quand nous nous retrouvons dans un conclave budgétaire où nous devons retrouver des moyens, eh bien, on essaye de les trouver ailleurs pour ne pas rentrer en collision, donc en porte-à-faux avec les mesures que l'on a prises, qui sont fondamentales pour l'économie, qui sont fondamentales pour l'assainissement budgétaire et donc pour cette fameuse relance. Donc, il vaut mieux toucher au précompte mobilier, c'est ça que vous dites. Si on doit aller chercher de l'argent, il vaut mieux aller le chercher là-dedans. Mais on ne va pas chercher de l'argent que dans le précompte mobilier. Vous avez vu qu'il y a une série d'économies, etc. Et donc, il faut trouver la juste balance. Nous parlons des économies, justement, de ces nouvelles économies. Et là, il y a une espèce de mastodonte énorme quand on regarde vos chiffres. Il y a plus de 900 millions d'économies qu'on va chercher en matière d'affaires sociales, de sécurité sociale, de santé. Alors, on a beaucoup parlé des antibiotiques, mais ça, c'est à peine 15 millions. Mais quels sont les autres gros ensembles que l'on retrouve dans ces économies, dans les soins de santé? Alors, la première chose peut-être qu'il faut recadrer, c'est important, c'est que ce n'est pas une économie sèche. Ça veut dire que le montant général du budget des soins de santé, qui était l'année dernière cette année à 23,8 milliards. L'année prochaine, il est porté à 24,2 milliards. Donc vous voyez, ça c'est mathématique, il y a une augmentation. Mais l'augmentation est moins importante. On freine l'augmentation. Et comment est-ce qu'on freine cette augmentation? D'une part, en travaillant sur des mesures que nous avions déjà décidées. Et ça, c'est sur les 900 millions, il y a près de 700 millions de mesures déjà décidées et 200 millions de nouvelles mesures. Quels sont les paquets? Effectivement, il y a la partie antibiotiques. Et là, je voudrais quand même faire une petite incise parce que les antibiotiques, c'est vrai que nous sommes un des pays les plus grands consommateurs d'antibiotiques en Europe, qu'il faut agir là-dessus et que pour le consommateur d'antibiotiques occasionnels, on ne parle pas de gens qui sont malades de manière chronique, ceux-là on ne touche pas. Eh bien, si vous payez votre boîte d'antibiotiques aujourd'hui 1,50 € et que vous le payez 3 € demain, eh bien, je pense que c'est... Oui, mais c'est acceptable. Pour les antibiotiques plus chers, ce ne sera pas un doublement. Et donc, ça dépend de la gamme d'antibiotiques. Et parallèlement à ça, il y a aussi la demande faite aux médecins de prescrire plus de médicaments moins chers qu'ils ne le font actuellement. Et donc, tout ceci, mis l'un dans l'autre, on va pouvoir travailler tant au niveau des mesures de santé publique en diminuant la consommation d'antibiotiques, mais aussi, par le biais de la prescription du médecin, faire en sorte que le patient paye en définitive moins cher son traitement. Et pour les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont peur, ils disent d'un côté ils vont devoir payer eux-mêmes l'indexation des salaires de leurs médecins, et d'un autre côté vous voulez faire une réforme des hôpitaux, peut-être fusionner certains départements. Ça fait peur dans le secteur des hôpitaux. Alors, je comprends que toute annonce fasse peur et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il est très important de pouvoir avoir justement ces débats au Parlement, de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir déposer des textes. Maggie De Block a cette responsabilité-là. Alors, au niveau effectivement de l'indexation des prestataires de soins. On reprend effectivement une partie de l'indexation et donc cette indexation se voit diminuer. Un demi-saut d'index. Et donc, je comprends, ce n'est pas agréable. On demande un effort, il ne faut pas le nier et on apprécie à sa juste valeur l'effort qui est demandé. Donc là, ce n'est pas le patient qui fait l'effort, c'est soit le médecin, soit l'hôpital si le médecin est salarié. Tout à fait. Et alors, au niveau des hôpitaux, ce que l'on démontre aussi, c'est la nécessité absolue de travailler à la réforme des hôpitaux, de faire en sorte qu'il y ait plus d'efficience. On remarque en fait qu'il y a une surcapacité dans l'offre et que pour pouvoir offrir le même niveau de soins et de qualité, nous pourrions nous organiser autrement. Et c'est en fait l'objectif de cette fameuse réforme refonte de la capacité des hôpitaux, dont Maggie De Block a la responsabilité. Alors, autre gros poste d'économie, c'est des pensions retardées, donc à l'armée, au chemin de fer. Comment vous retardez cela alors qu'on est en plein débat sur la pénibilité entre patrons, syndicats et gouvernement? Est-ce que ce n'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs de déjà dire il faudra prendre sa pension plus tard? Alors, il faut savoir que ces deux débats vont ensemble. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas facile de prendre des décisions sur les pensions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, prendre une décision sur la pension, ça rapporte peu.
Par contre, ça assure à très long terme la soutenabilité des finances publiques. Il faut savoir déjà aujourd'hui, le poste de pension, c'est 40 milliards au budget annuel, c'est plus que la moitié du budget de la sécurité sociale. Et tout le monde sait que si on ne réforme pas, on va dans le mur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en pratique? Ça veut dire qu'un jour, si on n'agit pas aujourd'hui, dans plusieurs années, on ne sera plus en capacité de les payer, ces pensions. Et donc, moi, je comprends parfaitement, je comprends la difficulté pour nos militaires, dont on salue d'ailleurs le travail extraordinaire qu'ils font pour le moment dans nos rues, pour sécuriser les rues. Je comprends aussi l'interrogation du personnel roulant de la SNCB. Mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a un allongement prévu de la carrière jusqu'à 63 ans d'ici 2030 et que parallèlement, comme vous l'avez justement indiqué, il y a aussi la volonté de travailler sur la pénibilité de l'emploi. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que toutes les fonctions, par exemple au sein de l'armée, ne sont peut-être pas aussi pénibles. On n'est pas un paracommando, par exemple. Vous faites d'abord la règle générale avant de voir les règles particulières. Voilà, et mais les choses seront faites de manière parallèle parce qu'évidemment, il faut pouvoir aussi considérer la pénibilité de certains travailleurs. Ça me paraît la moindre des choses. Alors, troisième chapitre, les nouveaux revenus. Donc, et là, j'étais assez surpris de voir que vous espérez de meilleurs dividendes chez BNP et Belfius, alors que on voit que c'est un peu la crise dans le monde bancaire. Et, vous pensez vraiment, vous êtes sûr que les dividendes seront plus élevés? Nous travaillons avec les données qui nous sont indiquées par les deux, par Belfius et par la Banque nationale. Donc, nous pouvons les intégrer dans le budget, ce qui est bien, parce que ce que l'on prend en dividendes dans ces entités-là, nous ne devons pas aller les chercher ailleurs, ce que je trouve que plutôt une bonne chose. Et alors, autre nouveau revenu, c'est la lutte contre la fraude. Vous avez été souvent critiqué au niveau du gouvernement en disant que vous ne luttez pas bien contre la fraude fiscale. Et là, vous espérez quand même encore décrocher plusieurs dizaines de millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Alors, c'est la lutte contre la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la fraude sociale. Au total, en lutte contre fraude fiscale, pour l'année prochaine, on arrivera à un total de 490 millions. Et en lutte contre la fraude sociale, on arrivera à 425 millions. Il faut savoir, moi, j'entends beaucoup les critiques. C'est assez intéressant. Ce qui est notable, c'est que nous, on fait du résultat. C'est-à-dire que les 3 premiers mois de l'année 2016, on a enregistré des résultats bien plus importants, c'est-à-dire supérieurs à ce qui avait été enregistré avant sur une année. Et donc, voilà, toutes les mesures supplémentaires que l'on prend, c'est des mesures qui n'existaient pas avant et qu'on aurait bien pu prendre sous d'autres gouvernements et qui n'ont pas été prises. Donc je trouve que la critique est un peu facile et surtout déplacée. Alors quand on fait un budget, on voit que ce n'est pas toujours facile d'estimer les recettes. On a vu qu'il y a eu beaucoup de discussions avec le ministre des Finances, savoir est-ce que c'est bien estimé ou pas. Vous avez des filets de sécurité, vous avez prévu ce qu'on appelle les buffers dans le budget. Donc effectivement, le buffer, c'est cette marge de sécurité que l'on a pris, qui est principalement pour les recettes fiscales, mais pas seulement, parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait un différentiel important entre les recettes escomptées et les recettes réalisées. Ce buffer est de l'ordre de 740 millions, ce n'est pas rien. Ça permet aussi de faire face à d'autres chocs qui pourraient avoir lieu l'année prochaine. Il faut aussi savoir qu'au niveau de l'évaluation, nous avons non seulement entamé énormément de réformes qui perturbent le modèle, parce qu'effectivement, si vous faites des copier-coller de votre budget année après année, parce que vous ne réformez rien, eh bien l'évaluation est plus aisée, vous en conviendrez avec moi. On a eu aussi un autre effet d'importance, c'est l'impact de la crise de l'asile, l'impact du problème des attentats et des menaces d'attentats. Et nous avons aussi eu le Brexit qui a ramené de manière importante la croissance à la baisse. Et donc l'entièreté de ces difficultés, en fait, ont effectivement eu un impact sur l'évaluation, entre autres, des recettes fiscales. Et donc nous prenons une mesure de sécurité supplémentaire. Merci Sophie Wilmès, je vais vous laisser retourner à la Chambre. Et demain, je recevrai Alda Gréoli. Bonne journée, bonne soirée sur BX1. Merci.